Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des variants émergents et du système de nomenclature, de classification qu'on a établi ici à l'IHU. Alors vous avez sûrement entendu parler de clades, variants, lignées, mutations, avec des positions de mutation D614G, N501Y, etc. etc. L'idée c'est comment s'y retrouver. Et dans cet exposé, je vais essayer rapidement de vous montrer le système de classification des variants actuels, la proposition d'un système de classification, l'analyse de la variabilité génétique des génomes qui ont été séquencés à l'IHU, de récapituler les caractéristiques de ces nouvelles variations, justement, et de décrire les principaux variants au cours des différentes épidémies. Donc tout d'abord, en matière première, eh bien, ce sont ces génomes, le séquençage où en est-on, il y a plus de 1 535 000 génomes complets dans la base de données qui s'appelle JZ, c'est une base de données accessible. Vous vous inscrivez, vous pouvez récupérer toutes vos données. En Europe, il y a 919 000 génomes complets, sachant que le Royaume-Uni a contribué énormément depuis le début, avec 409 700 génomes, et en France, 31 600 génomes, dont à peu près 10% ont été réalisés dans nos locaux à l'IHU. Et donc disponibles, déposés dans cette base de données accessible à tous. Donc ici, vous avez un arbre phylogénétique sur 590 000 séquences avec les différents pays. Donc initialement, on avait des données issues de l'Asie, étant donné le nombre de cas qui diminue. Maintenant, on a beaucoup de données européennes et données américaines. Alors très rapidement, sur la diversité du virus, il fait 29 981 bases, soit 9 860 acides aminés, avec 20 protéines, donc 4 structurales, et 16 NSP, donc non structurales. Une grande diversité au sein des génomes, et c'est une diversité qui n'est pas répartie de manière homogène. Il y a des endroits particuliers, des hotspots de mutation. Par exemple, ici, vous avez le génome représenté et la diversité en fonction des positions. On voit, typiquement, on en reparlera, la position de la spike protéine, où on a beaucoup d'accumulation de mutations. On verra les conséquences un peu plus tard. Alors, en termes de classification, on va dire historique, il y a plusieurs outils qui ont été développés. Tout d'abord, il y a NextStrain, qui avait été développé bien avant l'arrivée du Covid. C'est une publication de 2018 qui recense en fait beaucoup d'outils pour la classification et qui a été utilisé initialement pour la définition des clades. Alors, la définition d'un clade via NextStrain, au début en tout cas, était la suivante, supérieure à 20% en fréquence globale pendant au moins 2 mois. C'est ainsi que différents groupes, différents clades ont été produits, ont été assemblés, avec un chiffre qui correspond à l'année, et puis des lettres qui correspondent aux clades successifs. Alors on avait le clade 19A et 19B qui viennent d'origine, de source Wuhan, qui ont dominé les premières périodes de contamination. Le clade 20A dérivé du 19A, celui-ci a dominé l'épidémie européenne dès mars, s'est propagé ensuite. Et les clades 20B et 20C qui sont des sous-clades distinctes du clade 20A. Au début de l'épidémie, donc là vous avez une représentation mondiale sur ces différents clades. On avait une majorité de 19A, 19B en bleu ici, dans tout ce qui est Asie, évidemment, à l'origine. Et puis en Europe, vous voyez une répartition un peu plus différente avec le clade 20B et 20C en jaune et en orange ici. Ça, c'était pour le début de l'épidémie. Alors, suite donc à la progression de l'épidémie, il y a une révision de cette nomenclature. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une opposition entre la classification globale et une classification régionale locale. Pourquoi ? Parce qu'on avait des augmentations locales qui étaient non représentées, car elles n'arrivaient pas à atteindre le seuil, la fréquence de 20% globale. Donc ça a évolué. Il y a eu d'autres critères qui ont été mis en place. Tout d'abord, les clades qui sont supérieurs à 30% en fréquence régionale pendant 2 mois, donc ça permettait justement d'intégrer ces phénomènes, ces événements, et une classification qui est un peu plus subjective, et on va y revenir, qui concerne les variants of concern, variants of interest ou variants under monitoring. Alors ça consiste en quoi ? La définition officielle de l'ECDC, c'est la suivante. Grosso modo, selon l'information que vous avez sur le variant, vous allez le classer dans différentes catégories. Par exemple, le variant of concern, ce sont des variants pour lesquels on a des résultats significatifs qui démontrent qu'il y a un impact dans la transmissibilité ou dans la sévérité ou au niveau de l'immunité, et donc un impact au niveau épidémiologique.
Variant of interest, un peu la même chose, mais les résultats sont plus ou moins préliminaires. Et variant sous contrôle, là, il y a un signal, on voit quelque chose qui apparaît, mais on n'a aucune information quasiment dessus. Donc ça, vous voyez, c'est une classification qui est un peu a posteriori, puisque ça demande d'avoir des informations, des résultats et des données épidémiologiques. Donc, quand ça apparaît, on ne peut pas directement les classer. Donc voilà l'évolution un peu de cette classification. Alors, nous, on avait besoin d'un système de classification, de nomenclature, basé cette fois-ci de manière objective, sur des données génétiques et non pas sur les conséquences putatives de la variation du virus. C'est ce que je viens de dire. Donc, on a établi une classification basée sur la phylogénie et l'analyse quantitative des mutations. On a défini 3 catégories, ce qu'on appelle les clades, qui est une définition phylogénétique, c'est-à-dire que vous avez des groupes séparés dans un arbre phylogénétique, avec des branches et des racines qui sont indépendantes, donc c'est une définition purement darwinienne, classique. Les variants, alors ce sont des groupes dans lesquels on a émergence de mutations, de plusieurs mutations, qu'on en a fixé, et on va voir pourquoi après, à 5 mutations pour au moins une trentaine de séquences. Donc là, c'est quand on a une accumulation de mutations très rapide. Et enfin, des mutants, alors ça sont des mutations dans différents clades, donc dans différents endroits de l'arbre phylogénétique, mais à des positions identiques, ce qu'on appelle des hotspots. Et ça, c'est très important, car souvent, il y a un signal derrière. Ça témoigne de ce qu'on appelle en évolution de la convergence évolutive. Donc ça résume un petit peu, hein. Donc la partie clade avec les clusters, on observe l'apparition des différentes mutations, et ensuite on hiérarchise, on classe en fonction de notre nomenclature. Alors voilà le résultat que nous avons obtenu à partir de toutes les séquences de génome complet, donc séquences de qualité avec une couverture très importante. Voilà un petit peu les différents clades et les variants que nous avons pu identifier. Donc là, vous avez un arbre phylogénétique en fonction du temps, donc du début de l'épidémie à aujourd'hui, et les différents groupes. Donc vous voyez, on peut distinguer, ne serait-ce que par la phylogénie, différents groupes que l'on a nommés. Ça, c'est la représentation en fonction du temps, et ça, c'est une représentation en fonction du nombre de mutations. Donc ici, en abscisse, vous avez le nombre de mutations accumulées. Donc vous voyez, on a des branches qui se démarquent. On va essayer de comprendre pourquoi et en discuter. Alors on a nommé de la manière suivante Marseille avec un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a le tableau qui va venir. Donc voici le récapitulatif de tout ce que l'on a obtenu à partir de plus de 3000 génomes complets de qualité, avec plus d'une dizaine de variants que l'on a nommés Marseille 1, 2, 3, 4, etc. Le nombre, soit en prenant le nœud, c'est-à-dire les parents et la séquence des descendants, soit uniquement les feuilles de l'arbre, ici. Donc vous voyez qu'il y a déjà certains variants qui sont plus importants que d'autres. J'ai une figure ici qui vous illustre ce tableau. Donc majoritairement, ce que l'on a trouvé, c'est aujourd'hui de l'anglais. On va voir la cinétique d'apparition après. Hein. On a également beaucoup de Marseille 4. On a Marseille 2 aussi, qui est non négligeable. Donc là, vous avez la répartition du génotypage, hein, de tout ce qu'on a trouvé au niveau des différents variants. La cinétique, justement, d'apparition de ces différents variants, Marseille 1, 2, 3, 4, etc. Donc initialement, on avait ce qui avait été défini par la classification de NextTrend, du 19A, 20A, 20B, etc. Avec notre classification, on a pu voir apparaître, dès l'été 2020, par exemple le Marseille 1, qui s'est éteint, on va y revenir, et ensuite, une domination très importante du Marseille 4, regardez, vous avez les dates ici, hein. Et plus récemment, l'apparition du variant anglais, qui a dominé, qui domine toujours actuellement au niveau du génotypage. De la même manière, hop, la diversité, donc encore une fois, vous voyez qu'on a une diversité qui n'est pas homogène, qui n'est pas répartie de manière aléatoire dans le génome, il y a des zones bien particulières, on va voir pourquoi. Alors, j'aimerais souligner votre attention sur ce phénomène d'accélération et d'évolution un peu atypique dans certaines lignées de SARS-CoV-2. Si on compare les deux périodes, période 1, donc mars 2020, et puis ici, la période l'été, la rentrée.
et on fait un arbre phylogénétique, c'est une représentation un petit peu différente, mais c'est la même chose. Vous voyez que sur la première période, on a, chaque point représentant un génome, on a des séquences relativement proches qui ont évolué, et qui forment finalement un paquet assez homogène, alors que si on regarde la période 2, vous voyez, on a une séparation de différents groupes, avec une accélération des mutations, on va le voir. Donc ça, c'est important. Si on représente de la même manière, avec un arbre phylogénétique circulaire cette fois-ci, l'ensemble des génomes, c'est cet arbre ici. Si on divise la période 1 et la période 2, vous voyez, il y a des tailles différentes. En fait, ils sont tous à l'échelle. Et la longueur des branches va dépendre du nombre de mutations accumulées. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on compare la période 1 et la période 2, vous voyez, le diamètre n'est pas le même, on a eu une évolution, une accumulation de mutations beaucoup plus importante au niveau de cette deuxième période, comparée à la première période qui était assez homogène. Donc, si on regarde, si on revient à notre arbre initial, vous voyez, on a des branches qui sont très longues. On a une accumulation de mutations. Vous voyez, ici, on a un paquet, on a des formes intermédiaires. Donc, le virus évolue, puis on voit toutes les formes intermédiaires, très bien. Alors qu'ici, on a finalement un saut évolutif, un saut quantique, qui va intégrer, ici, on le voit ici, qui va intégrer plusieurs mutations d'un bloc, sans forme intermédiaire. Donc ça, c'est un signal assez important. Alors, lorsqu'on a une accumulation accélérée de mutations, il y a plusieurs hypothèses, au moins 3 principales. Soit il y a un passage, un changement d'hôte, et un retour vers l'homme, entre-temps, une accumulation de mutations via l'hôte. Soit ça peut être de la sélection par différentes pressions sélectives, l'ajout de drogue, la vaccination, etc. Soit aussi on peut avoir des phénomènes de recombinaison entre les variants. Donc ça, ce sont différents moteurs d'évolution qui pourraient expliquer comment on a une accumulation de mutations aussi rapide. Parce qu'encore une fois, j'insiste, vous voyez, on n'a pas de forme intermédiaire. Alors pourquoi notre classification est importante? Parce que ça nous a permis d'identifier certains variants qui, via une classification globale, n'auraient pas pu être observés, étudiés de manière aussi précise. Par exemple, dans ce papier, on s'est intéressé au variant Marseille 1. Marseille 1, il avait accumulé une dizaine de mutations quand on compare à la souche parent. Et si on regarde, donc il est apparu uniquement au niveau de l'été, hein, et il a disparu, il a été remplacé par le Marseille 4 dont on va parler après. Donc on s'aperçoit, en identifiant ce variant, et donc en l'étudiant un peu plus en détail, que finalement c'est un variant qui vient d'une importation liée au voyage. Donc ça nous a permis déjà de voir comment on a émergence finalement d'une deuxième épidémie avec ce variant qu'on a appelé Marseille 1. Toujours ce Marseille 1, ici vous avez un arbre phylogénétique qui compare certaines séquences qu'on avait isolées dès le départ avec certaines souches au niveau Afrique, au niveau du Sénégal, avec notre collaboration avec le Sénégal. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'on a certains nœuds communs entre des souches africaines, des souches qui ont été observées à Marseille. Donc ça, c'est un moyen efficace, mais encore une fois, il fallait cibler et identifier ce Marseillien. Puisqu'il était perdu dans les vins, on n'aurait jamais vu si on n'avait pas établi une classification de cette manière. Le Marseille 4 qui a dominé, donc qui a remplacé ce Marseillien rapidement, qui est devenu majoritaire, qui est dominant au niveau européen, lui présente 13 mutations marqueurs de ce variant. Et il est arrivé, comme tout à l'heure, c'est ce que je vous disais dans les différents variants, il est arrivé de manière très abrupte, très rapide, avec un bloc de mutations spécifiques. Pas de forme intermédiaire. Justement, en plus, à une période où l'épidémie était en train de s'éteindre, en France et notamment en Europe. On a comparé, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, donc vous vous souvenez des différentes hypothèses, notamment éventuellement des changements d'hôtes, etc. Donc on a comparé cette séquence de Marseille 4 avec ce qui était disponible dans la base de données JZ. Alors dans JZ, vous avez des séquences humaines, mais vous avez aussi des séquences de différents hôtes, par exemple les visons, etc. Et on a comparé des séquences, la proximité de nos différents variants, pas uniquement Marseille 4, mais tous nos variants, avec notamment les séquences qui étaient disponibles chez le vison, Pays-Bas et Danemark. Et donc il y a plusieurs groupes, il y a une grande diversité dans les génomes de Corona issus des visons, une dizaine de grands groupes,
Et on s'est intéressé à un groupe ici, aux Pays-Bas, qui présentait un nœud commun avec plusieurs variants, Marseille 4, Marseille 5, Marseille 6, et justement une position commune, un nœud commun avec une mutation Q57H dans l'ORF3, qui était partagée et donc qui nous laissait penser qu'il y aurait une origine un peu commune, en tout cas un lien entre ces génomes et l'homme et le vison. Et récemment, en fait, il y a eu publication et relargage d'une séquence justement qui a été isolée à partir de visons d'un élevage en Eure-et-Loire. Et en comparant cette séquence, on s'aperçoit que cette séquence est strictement identique à un variant, le variant 4. Donc ça reboucle un peu avec notre hypothèse initiale. Alors, maintenant, rapidement, pour vous convaincre que l'observation de ces variants, leur définition, leur classification et ce travail de veille est important. Pourquoi on s'intéresse à ces variants? Parce qu'ils peuvent jouer un rôle dans la capacité de transmission plus rapide. Donc ça, c'est l'exemple de la mutation D614G. Alors ça, c'est une mutation dans la spike protéine qui est devenue majoritaire et qui très rapidement s'est accumulée. Et tous les génomes maintenant ont cette mutation. Pourquoi? Capacité de causer des formes plus ou moins modérées de la maladie, capacité d'échappement aux tests de diagnostic, ça aussi c'est un problème, capacité de résistance aux différents traitements et capacité d'échappement à l'immunité naturelle ou vaccinale. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Alors maintenant, je vais vous faire un zoom sur 4 variants qui ont en commun une mutation. Vous avez sûrement entendu parler déjà, qui est la position 501, N501Y. Donc, tous ces variants possèdent une mutation dans le domaine de fixation au récepteur ACE2 en position 501. Et vous allez voir qu'il y a une histoire différente et que ce sont des lignées différentes. Donc, cette protéine spike, qui est un homotrimère, va interagir avec le récepteur ACE2, qui est un homodimère, et il y a des zones bien particulières d'interaction. Et donc, des positions bien particulières de cette spike protéine qui vont jouer un rôle essentiel. Donc, je vais un peu décrire ces différents variants. Donc, le variant dit UK, apparu en septembre 2020, qui a 19 mutations potentielles, donc 8 sur la spike protéine. On a la N500Y, qui va modifier l'extrémité de la protéine S et qui améliorerait la liaison entre la protéine et donc le récepteur ACE2. On avait également la P680H, donc ça c'est proche d'un site de clivage et ça pourrait augmenter la production de la protéine S dans ces cellules infectées. Et enfin, on a observé 2 délétions ici, donc qui modifient la structure de la protéine. Donc voici un peu ce que ça représente. Donc vous voyez, on a la N500Y, les délétions, et cette zone, justement cette zone-là, joue un rôle essentiel dans la reconnaissance de son récepteur. Le deuxième variant qui possède cette mutation N500Y, c'est le variant dit sud-africain. Donc cette fois-ci identifié en décembre 2020, qui a 13 mutations principales, dont 8 sur la protéine S. N500Y et K417N, vous allez voir, je vais vous montrer après, c'est localisé dans cette même zone. Donc améliorer la liaison entre la protéine S et son récepteur. Et la E484K qui va entraîner un changement conformationnel, une modification de la structure, et qui pourrait éventuellement jouer un rôle dans l'échappement aux anticorps issus soit d'une infection, soit d'une vaccination, en utilisant la spike protéine. Donc ici, vous voyez les 3 zones, zone d'interaction encore une fois avec le récepteur. Le dernier variant qui a été beaucoup médiatisé également, c'est encore une fois, toujours pareil, ce N500Y, mais le variant brésilien. Identifié au Japon, retour du voyage du Brésil en octobre 2020, origine probable région de Manaus en Amazonie, puisque c'est un variant qui est devenu aussi prédominant là-bas. Alors, vous allez voir, il y a 3 mutations communes avec le variant précédent. Mais si on regarde les lignées, elles n'ont rien à voir au niveau phylogénétique. Donc, ils sont placés différemment dans l'arbre. Donc, c'est encore une histoire évolutive complètement différente. Donc, encore une fois, N500Y, K417T et 484K, sachant que les autres mutations sont cette fois-ci un peu différentes. Et enfin, pour finir sur ce 4e variant qui présente cette mutation N500Y, je vous parlerai
du variant 19B Marseille 501, qui a été identifié à l'IHU en mi-janvier 2021 jusqu'à fin février, qui présente toute une série de mutations dans la spike protéine également. Et alors pourquoi je vous parle de cette souche? Parce que jusqu'à présent, les différents variants précédents N500Y étaient issus des lignées ici, à partir de 20B. Là, on a des mutations qui proviennent, si vous vous souvenez du premier schéma, qui proviennent du 19B. Donc une mutation, une lignée qui était un peu ancestrale. Donc ça n'a rien à voir en termes d'histoire évolutive. On a les mêmes mutations, mais c'est pas la même histoire. Pas la même chose. Donc le Marseille 501, si on regarde la phylogénie, on voit que on en a en France, on en a en Turquie également. Donc ça, on se sert de JZ pour aller récupérer toutes ces données. Dans l'archipel des Comores aussi. Si on fait donc un bilan un petit peu de l'ensemble des positions et des mutations, on a la N500Y partagée partout, par tous ces variants, et puis ici différentes positions. Donc là, vous avez un code, ça vous permet de vous orienter sur les différentes mutations entre le variant UK, sud-africain, brésilien, et le nouveau variant Marseille 501 que je viens de décrire. Donc vous voyez qu'en conclusion, de faire cette classification, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus précise, un peu plus fine, et puis ensuite d'aller étudier ce groupe précisément, plutôt que d'avoir des groupes trop larges qui permettent finalement d'avoir une vision beaucoup moins fine des choses. Voilà, donc merci à tous mes collègues, à toute l'équipe technique aussi, qui travaille d'arrache-pied là-dessus. Et puis ça, c'est notre nouveau séquenceur, Novasec, qui va nous permettre de poursuivre notre course au séquençage, puisque c'est un outil qui va nous permettre de faire plus, et on le fait déjà, plus de 700 génomes par semaine. Donc on change de dimension, c'est un saut quantique là aussi. Voilà. Merci. Merci.